Bienvenue sur la chaîne Le Plaisir de Penser les Choses. Dans cette vidéo, je vous propose de partager une élaboration faite sur le docteur Mahfoud Boussebsi, psychiatre, une victime du totalitarisme. Bien entendu, cette vidéo pourrait illustrer un contre-exemple de la vidéo que j'ai faite précédemment. Petit orgueilleux! C'est venu sur moi, noir et lourd, et ça m'a plus lâché. Il n'y avait pas de quoi rire. Où je vous ai décrit comment et pourquoi les psychiatres ont collaboré à des systèmes totalitaires. Pourquoi ce choix? Pour deux raisons. La première, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer brièvement ce médecin au moment où il était de passage en France. À l'époque, j'étais étudiant. Et je garde le souvenir d'un praticien paisible, humain, intelligent, expérimenté. Et dont, me semble-t-il, une des préoccupations principales était une éthique dans sa propre pratique. La deuxième, et je peux partager à titre personnel, le fait que j'ai vécu environ 1 an à Alger. Étant petit garçon, dans une villa au bord de mer, je garde le souvenir d'une plage avec cette eau cristalline et la douceur de la lumière. Devenu adolescent, parmi toutes mes lectures philosophiques, mon héros était évidemment Albert Camus, un garçon orphelin de père, pupille de la nation, élevé dans la misère par une mère sourde et illettrée, une grand-mère qui faisait office de chef de famille. Vous savez comme moi que Albert Camus est mort en 1960. Par conséquent, il n'a pas pu, de sa hauteur de vue, nous livrer sa pensée à propos de ce qui a suivi en Algérie. Mahfoud Boussebsi est né en 1937 à Miliana, en Algérie, dans une famille originaire de Kabylie. Comme vous le savez, le peuple berbère est considéré en Afrique du Nord comme un peuple premier, qui a une longue expérience de tentatives réussies ou non de conquête de ces territoires. Il a fait ses études de médecine en France, à Marseille, s'est spécialisé en neuropsychiatrie, parce qu'à l'époque, ces deux spécialités étaient conjointes. Le docteur Boussebsi, en 1967, est retourné en Algérie. Il est devenu agrégé de psychiatrie en 1972 et de ce fait a participé à de nombreuses organisations de travail, a formé des psychiatres, fait des publications et s'est montré particulièrement actif. En 1985, il a été nommé médecin-chef de l'hôpital Drid Hossin à Kouba, à Alger. Dans sa pratique de psychiatre, il s'est montré particulièrement concerné par le sort fait à l'époque à certaines minorités ou petits groupes de personnes, comme par exemple des mères célibataires, des enfants issus d'inceste, d'adolescents patients atteints du sida, d'enfants ayant une déficience mentale, etc. Ces personnes pouvant être elles-mêmes exclues de liens sociaux en Algérie, mais aussi de systèmes de soins. À partir des années 80, le docteur Boussebsi est devenu un personnage public réputé comme un défenseur des valeurs laïques, de la liberté d'expression. Il était catalogué comme un intellectuel progressiste. En 1985, il a d'ailleurs fondé la Ligue des droits de l'homme en Algérie. À partir du début des années 90, il y a eu en Algérie une guerre civile qui a opposé le pouvoir en place à des contre-pouvoirs. Le FIS et surtout le GIA, groupe islamiste armé, une authentique guerre civile meurtrière qui a duré plus de 10 ans. Le 15 juin 1993, le docteur Boussebsi a été assassiné à proximité de l'hôpital Drid Hossin où il travaillait. Dans la rue, 2 individus l'ont poignardé et ont pris la fuite. Ont-ils tenté de l'égorger? Je n'en sais rien. Vous connaissez l'expression « le sourire kabyle » qui est une signature faite au moment où on assassine un ennemi et qui consiste à égorger la personne, soit de son vivant, soit après qu'elle soit morte, pour lui faire une espèce de sourire sanglant. Les individus n'ont jamais été identifiés ou arrêtés, pas plus que les commanditaires. En toute hypothèse, le commanditaire pourrait être le groupe islamiste armé, puisqu'il est l'auteur de plusieurs attentats et en particulier de plusieurs assassinats qui ont précédé ou suivi la mort de ce médecin. Assassinats qui concernent des personnes publiques qui elles aussi revendiquaient certaines pluralités, liberté d'expression et qui constituaient donc une menace pour des contre-pouvoirs d'obédience religieuse. Le docteur Boussebsi a été la 5e victime civile tuée parmi ces personnalités publiques. Je vous rappelle que l'académicienne d'origine nord-africaine Assia Djebar avait dans un livre évoqué son amitié avec le docteur Boussebsi. Dans ce contexte, on ne peut pas ne pas évoquer l'assassinat de M. Paty Samuel, un professeur assassiné à peu près dans les mêmes conditions.
est victime d'une croisade anonyme sur des réseaux sociaux. Le cas de M. Paty illustre tout à fait ce concept de ligne rouge à ne pas dépasser. C'est spécifique au régime totalitaire. Dans les religions traditionnelles monothéistes, il y a ce qu'on appelle les tabous. Ils sont explicites, on les connaît. Ça concerne le corps, l'hygiène, comme l'hygiène alimentaire, le sexe et la sexualité, et la mort. Vous êtes libre, selon vos convictions, de les respecter ou de ne pas les respecter. La ligne rouge, elle, dans les religions qui deviennent fondamentalistes, elle est, comme on dit, à géométrie variable. C'est-à-dire que vous ne savez pas en fait où elle se situe. Vous allez en prendre connaissance au moment où vous allez être interpellé par un individu qui se présente comme seul interprète de certains textes sacrés, comme quasiment un intermédiaire entre vous et un Dieu, qui peut jouer tous les rôles, délateur, policier, juge, procureur, voire bourreau, et qui de manière arbitraire va définir cette ligne, et qui peut, du point de vue d'un occidental, avoir des allures d'absurdité. Par exemple, à l'époque où les talibans étaient au pouvoir en Afghanistan, ils avaient interdit aux enfants de jouer au cerf-volant. Donc cette ligne rouge qui est variable, elle permet un contrôle par la peur. À l'époque, le projet de ces organisations que l'on appellerait aujourd'hui islamistes était de remplacer le gouvernement par un régime islamique, fondé sur des normes et des lois religieuses qui s'appliquent à tous, sans exception, et qui s'inspirent de textes interprétés par des fondamentalistes. Dans ce contexte, le docteur Boussepsi avait le projet d'une psychiatrie laïque. En fait, il utilisait un concept qui est spécifique en France et qui décrit la manière dont les services publics sont indépendants de toute influence religieuse. La religion étant, elle, du domaine du privé. J'ai eu l'occasion de développer et d'illustrer les mécanismes et les conséquences du totalitarisme dans des vidéos précédentes. Je vous rappelle brièvement que parmi les principaux, il y a la servitude volontaire, le fait que des gens, de manière spontanée, renoncent à tout ou partie de leur liberté, sans qu'on les oblige à le faire, l'autocensure, la perte de tout ou partie de votre espace privé. Le moyen, sans doute le plus efficace et le plus dangereux, pour prendre le pouvoir et du pouvoir sur les individus, s'il s'agit d'un discours totalisant, dogmatique. Cela consiste tout simplement à pénétrer tous les fils du savoir, à pénétrer tous les domaines de la connaissance, les uns après les autres. Comment? Tout simplement en s'infiltrant là où il y a des lacunes, des erreurs, un vide, ce qui est le cas de tous les savoirs humains. Pour ce qui est de la psychiatrie, les psychiatres, bien entendu, n'ont pas les réponses à toutes les questions. D'autant qu'en Afrique du Nord, il y a, pour certains troubles psychiatriques, une connotation culturelle. J'ai pu, sur place au Maroc par exemple, observer quelques jeunes hommes paraplégiques, hospitalisés depuis des mois, et qui ont en fait des épisodes de conversion. On peut observer, mais de manière beaucoup plus rare, une jeune fille qui n'a plus ses règles, qui a un ventre distendu, une hypertrophie mammaire, des nausées, elle est fatiguée, elle est enceinte, ça dure des mois, mais il n'y a pas de grossesse. Par conséquent, ce savoir d'inspiration religieuse peut s'infiltrer à travers ces domaines pour prendre le pouvoir. Et c'est ce que le docteur Boussepsi avait bien compris dans sa pratique, en particulier au moment où, à partir des années 90, il y a eu cette guerre civile. Il a réalisé qu'il y avait un danger dans sa pratique, de collusion entre le sacré et le profane. Le profane, la médecine, le sacré, une religion. Il y a de ça quelques années, j'ai pu, avec l'aide d'un collègue arabisant les francophones, parcourir un forum de discussion, à l'époque très populaire en Afrique du Nord, mais aussi en Europe auprès de populations immigrées. Un forum de discussion, tout un chacun peut partager ses expériences, la famille, le travail, les loisirs, etc. Ce forum de discussion est un faux-né d'une organisation islamiste, à l'international réputée terroriste, une organisation fondamentaliste, dont les modérateurs sont les agents de la propagande. Et il est assez facile de constater, lorsqu'on suit les fils des discussions, qu'il y a un prisme religieux. J'ai pu observer qu'il y avait dans ce forum des personnes qui ont un trouble psychiatrique,
qui, sous les effets de la souffrance psychique, pose des questions. Quoi, pourquoi, comment, que faire? Et observez que les modérateurs, qui sont des spécialistes de la propagande, à la fois invisibilisent la médecine occidentale, et en particulier la psychiatrie, et en même temps donnent les réponses systématiquement à toutes les questions. Des réponses, bien entendu, avec un prisme religieux, y compris la question du soin, un soin religieux. Qui renvoie au fait que l'islam est une croyance qui implique résignation et soumission à la volonté de Dieu. Et comme dirait l'autre, on va là où ça pense à votre place. Or, les personnes qui participent à ces forums de discussion vivent dans des pays où la médecine, comme les autres services publics, sont des services qui sont a priori laïcisés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'implication religieuse dans les services qui leur sont rendus, en particulier la médecine. Une médecine sécularisée ou la psychiatrie. Le docteur Boussepsi, dans sa pratique, n'a jamais porté un regard hostile aux médecines traditionnelles nord-africaines, qui sont multiséculaires, qui sont inscrites dans le sacré, qui font appel des croyances. Elle n'était pas pour lui en concurrence avec sa propre pratique. Cela constitue des approches qui sont différentes. Et les acteurs de ces médecines traditionnelles n'avaient aucune intention de devenir des concurrents ou d'infiltrer le champ clinique de ce praticien. Pour illustrer un contre-exemple, je peux partager à titre personnel le fait que mon grand-père paternel était patron-pêcheur dans un petit port de ce qui est devenu la Côte d'Azur. Issu d'une famille de pêcheurs installés sur place depuis le XVIe siècle. Pêcheur mais aussi rebouteux, c'est-à-dire une personne qui manuellement peut traiter des lésions osseuses ou articulaires, luxation, torse, fractures, etc. Il a soigné des milliers de personnes quasi gratuitement parce qu'il avait une certaine notoriété. Il n'avait aucune connaissance médicale ou anatomique. Il le faisait parce que c'était dans sa nature, comme celle de ses aïeuls. Il était chrétien pratiquant. Il n'a jamais revendiqué le fait qu'il ait pu avoir un don d'origine divine. Il n'a jamais eu aucune emprise sur les personnes qui venaient le voir. Il était très efficace et ne les revoyait jamais. Voici un tableau fait par un peintre américain. À l'époque, on l'appelait le corsaire parce qu'effectivement, il avait un look de corsaire, comme on dit. Et je crois savoir qu'il avait fait, dans les années 30, une expédition en bateau jusqu'en Chine, dans la région de Shanghai, où il était resté quelques mois. Quand je parle d'emprise, je veux dire par là que, étant donné sa position et la confiance que lui faisaient les personnes qui venaient le voir, et les résultats qu'il obtenait, il aurait pu endosser un rôle de guérisseur, voire de charlatan, exploiter la crédulité des gens pour leur vendre un savoir. Il a été sollicité par des chirurgiens pour collaborer, il n'a jamais donné suite. Ça n'était pas dans sa nature. Y a-t-il une conclusion provisoire à cette élaboration? Cette élaboration est destinée évidemment, en toute modestie, à rendre hommage au professeur Mahfoud Boussepsi qui a risqué sa peau, comme on dit, pour défendre certaines valeurs. Évidemment, remercier les associations qui par la suite ont fait appel à sa mémoire. La fondation Mahfoud Boussepsi, de ce médecin qui a été victime de l'obscurantisme fanatique des islamistes, qui à l'époque cherchait à transformer l'Algérie en un pays sans savoir et sans esprit critique. Alors que ce médecin n'avait aucun rejet explicite vis-à-vis de l'islam, dont il voulait en fait développer les valeurs de tolérance et de quête. Cette vidéo, à mon avis, ne devrait pas heurter la sensibilité de sa famille. Je vous rappelle qu'à l'époque, quand il a été assassiné, il était marié, il avait 3 enfants, et que les choses se situent il y a une trentaine d'années.